La maison est toujours vide, surtout quand on est dedans. Ma mère va arrêter de travailler pour de bon. Elle pleure trop souvent, ça fait peur aux enfants de sa classe. Je suis devenu la rejet absolu. En plus d'être la fille laide qui parle trop bien, je suis la fille laide de la prof folle qui va trop mal. Au moins, on ne l'endure pas trop longtemps. Chaque soir, elle part faire des tours de voiture. Elle fait une Toyota thérapie. Elle va encore à l'église, mais elle va surtout à l'autoroute. Mon père est moins infecté par le deuil, mais il est découragé de ne plus pouvoir aimer ma mère. Je pense qu'il l'aimait pour vrai avant. Avant, c'est rendu loin. Je pensais pas qu'on serait grave à ce point-là. La famille, c'est comme un bouquet de ballons. Ça vole plus haut attaché serré, et on ne sait jamais lequel va crever le premier. En fait, on ne sait jamais rien, à part nos secrets. Notre prochain invité, c'est la saveur du mois depuis quelques mois. Il vient de paraître Ta mort à moi, son dernier roman. Vous l'avez peut-être connu avec La Bête intégrale. Vous l'avez peut-être connu comme slammer. Il a déjà été travailleur social. Bref, quelqu'un qui porte plusieurs chapeaux et qui est en ascension fulgurante. David Goudreau est avec nous. David Goudreau, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Je dirais que c'est une belle journée. On vient d'avoir les premières critiques pour l'adaptation de La Bête au théâtre du Trident. Puis c'est super, vraiment des magnifiques critiques. Je suis content pour l'équipe là-bas. Moi, j'ai été très peu impliqué. En fait, là, j'ai plus fait confiance, céder les droits et le texte. Mais c'est génial de voir son œuvre avoir une seconde vie comme ça sur les planches. Puis surtout de voir qu'encore une fois, la Bête trouve son chemin. À mon grand étonnement, on pourra peut-être en reparler, mais quand j'ai écrit ça, je m'attendais pas du tout à ce que ce livre-là ces livres-là, finalement, la trilogie, ait cette vie-ci. Voilà. Bien, justement, parlant d'étonnement, parce que oui, la critique est derrière les œuvres de David Goudreau, mais le public répond énormément à l'appel. Est-ce qu'avec cette ascension fulgurante-là, justement, ça donne pas un peu le vertige? Tout est relatif. En fait, tout est très, très relatif. Comme j'aime dire, pour les auteurs, les autrices du Québec, on a juste à se rappeler que Régent Ducharme a publié La Vallée des Avalets à 24 ans, finaliste au prix Goncourt, puis ça te ramène déjà dans l'humilité beaucoup. T'sais. Donc, tout est toujours très relatif. Puis en même temps, ça fait pas non plus l'unanimité. J'ai eu la chance, c'est assez rare d'avoir un succès critique et commercial, mais j'ai quand même mon lot de détracteurs, puis je suis moi-même très critique par rapport à mon œuvre. J'ai pas l'impression d'avoir écrit mon meilleur livre, pas du tout. J'ai encore l'impression d'être en train d'apprendre mon métier. Puis donc non, je suis pas tant dans une position de vertige ou d'autosatisfaction là, vraiment pas. Puis en même temps, comment je dirais, je pense que pour les artistes, il faut toujours garder en tête que c'est le prochain projet qui compte, puis se garder en action parce que ça peut pas toujours fonctionner aussi bien. Puis quand ça fonctionne pas, faut pas se laisser ralentir parce que si on veut aller jusqu'au bout de ce qu'on a à dire, jusqu'au bout de l'énergie qu'on a à mettre, euh, je pense qu'il faut pas tant s'arrêter justement à ces regards-là, à ces critiques-là. Puis il faut se rappeler qu'il y a des auteurs qui étaient très reconnus de leur vivant, qui rapidement sont tombés dans l'oubli. Puis il y a un paquet d'artistes qui pensaient finalement ne jamais avoir de reconnaissance et qui l'ont eu posthume. Donc voilà, faut prendre ça avec un gros grain de sel en fait. Moi, je suis juste heureux d'avoir des lecteurs. Je suis content que ça se passe de mon vivant parce que pour moi, c'est une rencontre, en fait. Quand j'écris, moi, je suis pas de ceux qui écrivent parce que c'est viscéral, faut absolument que j'écrive. Moi, j'écris pour rencontrer l'autre. J'écris, pour moi, c'est une discussion. Que ce soit un poème, un roman, que j'écrive une chanson pour moi ou pour quelqu'un d'autre, peu importe. L'idée, c'est d'être lu ou d'être entendu. Et l'avantage d'avoir des bonnes critiques puis des bonnes ventes, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes finalement à qui je peux m'adresser.
Donc, c'est vraiment un avantage, puis ça me motive beaucoup dans la création. Mais Justement, après ça, je m'arrête pas nécessairement aux critiques. Justement, vous êtes un artiste qui est quand même assez touche à tout. On parle de, justement de poésie, de slam, de romans, de théâtre. Vous avez même produit un spectacle et même un album de musique récemment qui aura même pas tourné, si je ne m'abuse. Est-ce que le fait d'utiliser ces différents types de créations-là ou ces différents champs artistiques, est-ce que c'est une façon de simplement aller toucher un plus grand nombre de personnes? Non, ça, c'est vraiment pour mon plaisir personnel. Parce que si je voulais toucher un plus grand nombre de personnes, je ferais juste des romans, en fait, parce que c'est surtout mes romans qui se vendent bien. Avec la poésie aussi, mais la poésie, c'est toujours relatif. Là, tu sais, quand tu es un gros vendeur de poésie, c'est quand même quelques centaines ou milliers de personnes. Tu sais. Alors que pour les romans, on est dans les 6 chiffres. Mais l'idée, c'est que j'ai envie de garder mon plaisir dans l'écriture, j'ai envie d'explorer. Tu sais, puis tantôt, je disais, moi, je me considère encore en apprentissage, je me considère comme un autodidacte. Et pour moi, c'est vraiment le plaisir des mots, le plaisir d'écriture sous toutes les formes possibles. Puis moi, je lis de tout. Tu sais, je lis aussi de la bande dessinée, des essais. J'écoute toutes sortes de genres musicaux différents. Fait que ça me fait plaisir de travailler avec Manu Militari sur mon projet, mais aussi d'écrire pour Luce Dufault ou Florence Coll ou Jean Cormier. J'ai des projets de romans. Je pense que c'était La Bête, c'était une chose. Ta mort à moi, c'était autre chose. Puis là, je veux encore essayer d'autres formes, d'autres façons de dire, d'autres façons de raconter, mais c'est vraiment les mots qui sont à la base de toute ma démarche. Donc, c'est vraiment le plaisir d'écriture, le plaisir de lecture, en fait, que je transforme en écriture. Là, je suis d'abord un lecteur avant d'être un écrivain. Et pour moi, c'est pas de toucher au plus grand nombre de choses possibles, mais c'est surtout de ne pas m'empêcher d'aller vers ce qui pourrait m'intéresser. Puis en fait, c'est quelque chose qui peut parfois me nuire peut-être d'un certain point de vue, parce que c'est sûr que l'énergie que je mets, par exemple, à collaborer avec des artistes de la relève ou à écrire des poèmes destinés à être lus, mettons, ceux qui sont destinés à être dits maintenant, ils résonnent un peu plus à la télé, mais quand même, ben, c'est du temps que je mets pas sur des romans qui pourraient rejoindre des dizaines de milliers de personnes. Puis, en même temps, il y a toute une question aussi de posture littéraire, de démarche artistique. Je pense qu'il y a des gens qui sont moins à l'aise avec cette façon de faire-là, tu sais, mais honnêtement, je m'en fous un peu. Là. C'est justement pour ça que je veux le faire. C'est que moi, personnellement, quand un projet me tente, quand je fais une rencontre avec quelqu'un, ben si la personne est célèbre ou pas, ou si son projet est payant ou pas, ben si ça m'intéresse, je vais y aller. T'sais. Puis je veux garder cette espèce de spontanéité-là un peu dans ma démarche artistique, dans ma vie professionnelle. Donc oui, je touche à beaucoup de choses, mais quand même pas de sculpture ou de poterie. Là. C'est vraiment les mots, le tronc commun à tout ce que je fais. Ouais. Vous vous donnez quand même beaucoup de liberté dans votre création, en somme. Là. Oui, 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 absolument. Puis même dans les romans, puis ça, c'est aussi, je pense, une particularité, c'est que le fait que je touche à diverses façons d'exprimer mes pensées, ça appelle aussi différentes manière de développer mon style. C'est-à-dire que quand j'écris un texte plus près du spoken word ou du slam pour la télé, j'ai développé une façon de faire mon phrasé, d'ajouter une certaine musicalité, une certaine structure, puis même un certain élan. Tu sais, je vais être plus frontal, je vais essayer de porter un peu plus un message. Parfois c'est dur, mais quand même qui ouvre sur quelque chose de lumineux la plupart du temps parce que j'ai l'impression de rejoindre un public plus large, puis d'avoir une espèce de responsabilité, de pas nécessairement laisser ma mélancolie émerger au maximum dans cette forme-là, pour pas alourdir la sphère publique qui est déjà soumise à de fortes pressions de tout ça. Donc, quand j'écris un roman, au contraire, je me dis, ben, les personnes qui vont passer 4, 5, 6 heures à me lire, ils vont prendre le temps de lire entre les lignes, ils vont prendre le temps de questionner ma démarche, ils vont être capables d'aller deviner mon intention après 100, 150, 200 pages. Donc, je me permets d'être beaucoup
plus intense, parfois même trash, ou un terme que j'ai trouvé pour la trilogie de la Bête, c'était trashy-comique, un espèce de côté très humour noir, très dur, mais en même temps drôle, humain. Et c'est ça aussi peut-être qui traverse l'ensemble du truc. Probablement que il y a un côté travail social, mais je suis allé en travail social parce que c'était déjà là avant. Mais tu sais, c'est vraiment l'intérêt pour l'humain et pour les humains, peut-être les plus maganés, les plus en marge ou les plus monstrueux, essayer de retrouver l'humanité en eux, de l'exposer à travers une démarche d'écriture, d'amener le lecteur à se positionner, à juger du narrateur par lui-même. Donc, je mets toujours dans les romans, en tout cas, des narrateurs avec certaines distorsions cognitives pour forcer le lecteur ou la lectrice à s'impliquer dans la lecture et à repositionner l'histoire elle-même dans la démarche. Mais, euh, mais voilà. Puis quand j'écris pour des chanteurs, des chanteuses, évidemment, j'ai la plupart du temps leur voix en tête. La plupart du temps, c'est des commandes. Mais c'est bien évident que je vais pas écrire un texte pour Luce Dufault comme je vais écrire un texte de rap pour un album ou même pour Louis-Jean Cormier ou peu importe. T'sais. Donc, euh, oui, c'est toujours l'écriture, mais c'est vraiment des façons d'écrire qui sont différentes. C'est une disposition mentale qui est différente et c'est aussi des sillons qui sont creusés dans ma façon de prendre la plume qui sont différents aussi. Donc, d'ailleurs, parfois, il faut que je force un peu pour pas tomber dans des facilités ou de pas aller dans des recettes que je sais efficaces, parce que je veux quand même progresser. L'idée, c'est oui de rejoindre le monde, mais c'est de rejoindre le monde en essayant d'améliorer aussi mes qualités d'écrivain. Voilà. Est-ce que vous pensez que la littérature a justement une portée sociale importante? Est-ce que c'est le but de la littérature de changer la face du monde ou c'est une démarche que vous vous êtes donnée? Parce qu'on vous connaît beaucoup justement pour vos slams qui sont quand même engagés, qui sont portés sur l'actualité. On n'a qu'à penser à ce slam que vous avez fait à Bonsoir, Bonsoir. Qui s'appelait Message à un petit gars, si je ne m'abuse. Est-ce que automatiquement c'est une démarche que vous vous êtes imposée ou la littérature d'emblée a cette portée sociale, de changement social-là? Non, je pense que la littérature se suffit à elle-même. En fait, je pense que l'art peut exister pour l'art. Après, si tu veux t'en servir pour faire passer des idées ou pour sensibiliser, pour informer, c'est correct, mais c'est un autre niveau. Pour moi, la littérature n'a pas à servir une cause. Par contre, elle doit être imprégnée de l'écrivain ou de l'écrivaine, en fait. Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est sûr que moi, en ayant certaines préoccupations au niveau social, ça va paraître dans mes œuvres. Je pense aussi qu'on va vers des thèmes qui nous intéressent. Puis moi, je consomme beaucoup l'actualité, j'écoute les nouvelles, je suis vraiment intéressé par ce qui se passe dans le monde, puis je comprends pas tout, puis j'ai pas la prétention. En fait, je pense que c'est plus là où je veux mettre une lance, c'est que, moi, quand je donne mon point de vue, même si c'est élaboré, même si c'est dans un texte que j'ai pris 4 heures à écrire, ça demeure, mon point de vue, ça demeure une opinion. Parfois, j'ai un peu plus d'expertise sur certains sujets, comme TS, par exemple, au niveau du suicide ou de la santé mentale, où là, je suis un peu plus pertinent. Mais dans les faits, non seulement je pense pas que je vais changer le monde avec mes textes, mais je pense que je peux faire du bien au monde parfois. Je peux permettre de normaliser certaines situations. Je peux permettre à des gens de se reconnaître, de se sentir bien. Je peux permettre à des gens de s'intéresser à un sujet, de vouloir aller plus loin. Je peux aussi brasser du monde puis leur permettre peut-être d'avoir le petit élan de plus pour aller chercher de l'aide. Tant mieux si ça arrive, mais je prétends pas avoir un impact social significatif. Tu sais, je suis un artiste qui s'inscrit dans une espèce de tissu culturel au Québec avec plein d'artistes qui vont tirer un peu plus à gauche, un peu plus à droite, plus au centre, qui vont avoir des préoccupations plus humanistes, identitaires, peu importe. Mais euh, moi, j'ajoute ma voix à cette espèce de discussion-là.
Peut-être que j'ai un certain pouvoir d'influence sur les personnes qui s'intéressent vraiment à ce que j'écris, à ce que je dis, mais mais c'est difficile de changer le monde, en fait. Si on pouvait changer le monde, ça fait longtemps que Zola l'aurait fait ou John Lennon aurait réglé ça. Là, C'est donc, effectivement un vaste projet. exact, c'est ça, c'est un vaste projet. Donc, il faut prendre ça avec beaucoup de recul et d'humilité. Là, ouais. Si vous permettez, M. Goudreau, on a des questions du public qui nous ont été posées. On va commencer avec Marie-Ève qui vous demande, selon vous, existe-t-il une limite à ce qui peut être dit dans la littérature, aux sujets qui peuvent être abordés? Quand même, sujet d'actualité. Très, très, très d'actualité. Et on pourrait se lancer pendant une très, très longue conversation là-dessus. Moi, je suis de ceux qui croient qu'il ne doit pas y avoir de sujet tabou et qu'au contraire, le fait de tabouiser certains sujets, le fait d'interdire, de mettre à l'index, historiquement, ça n'a jamais été ni efficace ni bon, je pense, pour le monde. Évidemment, il faut pas faire aller n'importe quoi, n'importe qui. Là. On va pas mettre le marquis de Sade dans les mains des enfants du primaire sous prétexte de liberté d'expression. Je peux comprendre aussi certaines personnes qui veulent voir le fameux trigger warning sur certains livres. Moi, je sais que dans mes livres, il y a des scènes qui sont parfois très violentes. J'ai voulu explorer toutes les facettes de la détresse humaine. Donc, je touche à toutes les problématiques sociales possibles à travers la trilogie de la bête. Mais d'un autre côté, moi, je fais confiance en fait aux lecteurs et aux lectrices. Moi, quand quelque chose fait pas mon affaire dans un livre, au point où ça me dérange viscéralement, ben j'abandonne le livre. Et c'est l'avantage d'un livre par rapport à un film. Tu peux t'arrêter au milieu d'une phrase, t'es pas obligé d'avoir la scène complète, l'image complète, t'es pas. Donc, pour moi, j'ai un certain malaise à dire qu'il doit y avoir une limite à ce qu'on va voir ou retrouver dans les livres. Je pense qu'au contraire, on peut se construire même en s'exposant à des livres qu'on pourrait croire dangereux. Ça peut avoir l'air énorme, ce que je veux dire là, mais moi, ça m'intéresse de décortiquer Mein Kampf pour savoir qu'est-ce qui peut amener un esprit raciste à des prises de position, puis à des décisions d'une telle violence. Tu sais. Et je me dis, c'est pas en ignorant la réalité, c'est pas en ignorant certains pans de la littérature qu'on va vraiment avancer. T'sais. On peut ne pas être d'accord, on peut dire que certaines œuvres sont dérangeantes, on peut prévenir les gens du contenu de certaines œuvres, mais pour moi, vraiment, la censure n'est pas une avenue intéressante. Voilà. Je vais poser une sous-question à la question de Marie-Ève. Est-ce que, dans le fond, il y a comme une plus grande liberté dans la littérature pour parler de choses, justement, qui sont plus crues, qui sont plus dures, d'utiliser quelque chose qui est fictionnel pour parler de quelque chose de vrai? Est-ce que ça donne une plus grande liberté pour parler de sujets qui sont plus sensibles? Mm-hmm. Probablement. En fait, moi, je pense que la littérature, son gros avantage sur le cinéma ou même la chanson, c'est de pouvoir vraiment aller en profondeur dans la psychologie humaine et de créer une conversation avec le lecteur ou la lectrice qui malgré tout, est une longue conversation. Quand on lit un roman, même un roman de 250 pages, c'est plusieurs heures là, de lecture. Euh, Puis comme ça me fait penser un peu à ce que je disais plus tôt, tu sais, moi j'ai envie de faire confiance aux gens qui lisent, puis de ne pas leur mâcher une morale, de ne pas leur les protéger de réalité. En fait, la vie c'est dur, hein, c'est dur en crise la vie. Là, tu sais, il se passe des choses tragiques, injustes, élevées à tous les jours. Puis pour moi, la littérature doit quand même refléter une certaine réalité. Moi, dans La Bête, c'était tellement dur qu'il a fallu que je mette de l'humour, même si c'est de l'humour grinçant à travers. Dans Ta mort à moi, c'est la même chose. J'avais besoin d'un regard d'enfant, d'avoir cette espèce de distorsion cognitive sur une enfance perturbée pour pouvoir parler des pires tragédies avec une espèce de distance
Et là, c'est au lecteur de décider que cette distance-là, elle est normale ou pas, et de lui se permettre de vivre quelque chose de plus, ou au contraire de minimiser, en tout cas. Pour moi, il faut faire confiance au lecteur, aux lectrices. Il y a une réelle discussion qui se fait entre le livre et la personne qui le tient. Et dans aucun cas, sauf évidemment une question d'âge ou une question de sensibilité. J'ai travaillé avec des personnes qui avaient des états de stress post-traumatique. Évidemment que je vais pas leur recommander de lire des livres qui mettent en scène des agressions, des choses qu'ils auraient pu vivre. Mais en même temps, ces agressions-là font partie de la vie. Puis je crois que pour non seulement empêcher qu'elles se reproduisent, mais pour réfléchir aux raisons qui amènent ces agressions-là à exister, c'est correct que ça existe dans la littérature, puis c'est correct que ça brasse, puis que ça dérange, puis ça sert aussi à ça, l'art. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas de censure qui vaille. Mhm. On va utiliser vos connaissances en travailleur social pour les prochaines questions de des personnes du public qui nous ont posé et qui nous ont envoyé des questions. Une question de Véronique qui demande justement qu'est-ce que David Goudreau, intervenant, aurait conseillé à la bête après son séjour en prison? Ben, probablement que j'aurais conseillé de rester en prison encore un peu, parce qu'il était pas prêt à sortir. D'ailleurs, de toute façon, après, il se ramasse en Pinel, puis tout ça, puis après, ça brasse pas mal pour lui. Mais ce que j'ai à conseiller à des personnes qui sont très, très hypothéquées comme ça, puis ça existe, hein. D'ailleurs, il y a quelques jours à peine, il y a des lecteurs qui m'ont envoyé une nouvelle. Il y avait une mutinerie qui se préparait justement à Pinel avec des ados qui cachaient des cordes et des armes. Ça existe, là, tu sais. Et moi, ce que j'aurais à dire à des personnes comme ça, qui sont éminemment dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres, c'est vraiment de se mettre hors d'état de nuire. C'est de se dénoncer dans ses pulsions, dans sa violence, c'est d'aller chercher une médication psychiatrique s'il faut, c'est de se rappeler que aucune vie humaine ne doit être soumise à la volonté d'une autre. Donc, on n'a pas le pouvoir de choisir le droit de vivre ou de mort sur quiconque. Puis pour moi, les espèces de tueurs un peu opportunistes comme ça, crapuleux, c'est vraiment une distorsion cognitive incroyable. C'est vraiment une forme d'égocentrisme vraiment pathologique, en fait. Et ça demande des soins psychiatriques. C'est carrément ça. Quand tu es rendu à penser que tu peux disposer de la vie de quelqu'un, ben, tu es vraiment malade. Tu as vraiment besoin d'aide. Et, euh, et de toute façon, tu es tourmenté. Si tu en es là, tu es tourmenté. Ça me fait penser à Raskolnikov de Dostoïevski. Tu peux essayer de te convaincre que tu fais partie de ceux qui ont le droit de tuer, mais non. C'est comme la base de l'humanité, c'est que tu n'as pas le droit de tuer quiconque. Donc, si tu as ces idées-là, ces pensées-là, va chercher de l'aide et mets-toi hors d'état de nuire. C'est ce que je conseillerais à mon personnage. Bonne réponse. Ben, je dis bonne réponse. Vous êtes le mieux placé pour répondre. Une question maintenant de Véronique qui nous demande en fait comment les univers du travail social et de l'écriture sont-ils tous les deux liés d'après vous? Hmm. Ben, je pense que ça dépend des auteurs, mais pour moi, il y a plusieurs écrivains qui sont des travailleurs sociaux sans le savoir. C'est-à-dire que la particularité du travail social versus psycho ou psychoéducation, c'est vraiment cette idée de vision globale, de tenir compte des systèmes, des sous-systèmes, des relations entre les individus, leur environnement, les individus et les ressources du milieu, tout ça. Donc, quand on construit une histoire, c'est exactement ça qu'on fait. C'est on réfléchit, dans quel contexte social va être notre personnage, c'est avec qui il va avoir ses interactions, c'est quoi ses capacités à interagir, à être en relation avec le monde. Donc, on est vraiment dans une démarche, non pas d'analyse de la réalité biopsychosociale d'un individu, mais plutôt dans la création d'une réalité biopsychosociale, mais une création qu'on veut réaliste, parce que sinon, les lecteurs n'embarqueront pas. C'est ça le travail de l'écrivain, c'est ça le travail de la fiction, c'est de créer quelque chose qui n'existe pas, mais qui pourrait exister
aux limites du vraisemblable, parce que pour que ce soit intéressant, il faut raconter quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, mais il faut pas basculer dans l'invraisemblable pour ne pas perdre nos lecteurs. D'ailleurs, je pense que c'est Mark Twain qui disait l'avantage de la réalité sur la fiction, c'est que la réalité n'a pas besoin d'être réaliste. Des fois, on voit des choses dans l'actualité, puis je mettrais ça dans un livre, puis je perdrais la moitié de mes lecteurs à la page 30, là, alors que parfois, la réalité est incroyable. T'sais. Donc c'est ce travail-là qui est assez... c'est un équilibre précaire, j'ai envie de dire, c'est presque un équilibre mathématique. C'est comme quel dosage de vécu, de réalité je vais mettre pour qu'on ait vraiment le senti, puis qu'on embarque, puis à partir de où je me mets à vraiment être dans une espèce de création, puis je laisse aller l'imaginaire. Puis même laisser aller l'imaginaire, ben, tu laisses aller ton imaginaire, mais après, tu retravailles ton texte 40 fois, tu fais un travail d'édition, tu fais un travail de correction. Donc, cette espèce de souffle qu'il faut à un roman, cette espèce de côté très débridé, ben, faut que tu apprennes à le maîtriser en lui laissant une certaine liberté. Donc, c'est aussi un travail assez particulier dans l'écriture, de se permettre une certaine folie, de ne pas s'auto-censurer, d'essayer de pousser la fiction le plus loin possible, mais en gardant en tête que derrière, il va falloir retravailler le texte et le rendre vraisemblable. Voilà, c'est le bon mot. Maintenant, une dernière question, à savoir qu'est-ce qui attend David Goudreau dans les prochains mois, prochaines années? Est-ce qu'il y a des projets qui sont sur la planche présentement? Oui, il y a quelques projets. Ben là, j'ai un livre jeunesse qui va paraître fin mai. Donc, ça s'appelle La réparation de mes parents. C'est pour les 3 à 8 ans, je dirais. C'est un super bel album illustré par France Cormier aux éditions 2, qui est évidemment sur la séparation. Donc, j'ai voulu faire un livre un peu drôle sur la séparation, mais qui parle quand même de ce que les enfants vont vivre. Donc, c'est un livre que j'ai écrit pour mes enfants, mais on va quand même en imprimer quelques milliers au cas où ça intéresserait quelqu'un. Je travaille évidemment sur un roman. En fait, j'ai 2 romans en chantier, donc ça va être assez long avant que ça apparaisse. J'étire de plus en plus mon temps entre les sorties. Là. Les 3 premiers, c'était aux années, après un petit 2-3 ans. Puis là, je pense que ça va être un 3-4 ans pour vraiment aller là où je veux aller avec mon prochain projet de roman. Puis sinon, ben, tout l'été à Bonsoir, Bonsoir comme chroniqueur. Et l'album, le nouveau matériel, effectivement, Mathieu, tu avais raison, je ne fais pas de tournée, c'est vraiment un objet en soi, avec plein de collaborations, Ariane Moffat, Luc Ducrot, Florence K. On a voulu vraiment faire un espèce de projet de studio, d'aller le plus loin possible en studio en se disant moi, je suis déjà sur scène avec mon spectacle Humour et Poésie, donc ça va être un projet musical, mais de studio. Donc, cet album-là qui est là, qui vous attend, qui vous espère. Voilà, c'est ce qui se passe. Génial. Merci beaucoup, David Goudreau, pour cet entretien et on vous souhaite bon succès pour le reste. Un grand plaisir, très belle conversation. Merci. Au revoir.